merci à tous. Merci à tous. Je vous invite à prendre place. Nous allons reprendre avec le panel numéro 2. Et je vous rappelle juste que pour les portables, il y a 3 options. Mode silence, mode avion ou mode éteint. Merci beaucoup. Dominique Ray, vous êtes consultant et coach d'équipe de dirigeants depuis 25 ans. Vous aidez entreprises et administrations dans leur transformation et leurs pratiques en misant sur l'humain et la qualité des interactions pour obtenir la meilleure efficacité opérationnelle. Vous travaillez tout particulièrement sur l'intelligence interculturelle, facteur que vous décrivez comme de plus en plus essentiel à une bonne coopération dans le monde d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs le cœur de votre dernier ouvrage, Management et communication interculturelle, publié en janvier 2017 aux éditions AFNOR. Benjamin Pelletier, vous êtes spécialisé dans les problématiques d'intelligence économique à l'école de guerre économique. Vous avez effectué plusieurs séjours d'expatriation en Arabie Saoudite et en Corée du Sud. Formateur en management interculturel depuis 2008, vous animez de nombreux séminaires pour les grands groupes français et étrangers. Vous enseignez la gestion des risques interculturels à l'école des ponts en tant que maître de conférence et intervenez sur cette thématique à l'école de guerre économique ainsi qu'à l'IHEDN. Vous êtes l'auteur de plusieurs récits littéraires dont le dernier, Les années discrètes, est paru aux éditions Arléa en avril dernier. Nathalie Ruffier, vous êtes diplômée d'un double master, le premier en sciences humaines et sociales et le second en géopolitique et sécurité internationale. Vous travaillez actuellement à la Fondation pour la recherche stratégique, FRS, en tant que chercheuse pour l'Observatoire des conflits futurs. Vous êtes également officier de réserve au CIAE, le Centre interarmé des actions sur l'environnement, dans lequel vous servez comme analyste au bureau Opération Anticipation. Vous êtes l'auteur de l'interculturalité dans les opérations militaires aux éditions du Cygne. C'est décidément interculturalité. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous avez extrêmement bien mis le doigt sur la problématique de la journée. Alors, pour le thème de ce panel, donc, qui est la prise en compte de l'interculturalité, je vous invite, monsieur Ray, à nous expliquer votre approche pour répondre aux besoins des entreprises quant à l'efficacité de leurs implantations et partenariats à l'étranger. Je passerai ensuite la parole à Benjamin Pelletier. Donc, vous aborderez le sujet en exposant 2 retours d'expérience afin d'en tirer justement les enseignements et les réflexions utiles pour la formation à l'interculturalité. Et pour terminer, Nathalie Ruffier, vous nous parlerez de la place de l'interculturalité dans les armées américaines et plus précisément sur le terrain afghan et le terrain irakien. Monsieur Ray. Bien. Merci. Avec les entreprises, on sera à un niveau effectivement de complexité politique et sur l'avenir des nations et des populations qui n'est pas du tout le même. D'ailleurs, je parlerai moins de stratégie et de marketing que des aspects plus internes aux entreprises, mais aussi des partenariats qui demandent une collaboration quotidienne entre un grand nombre d'acteurs qui sont les salariés de grandes entreprises et qui doivent fonctionner ensemble, qui sont affrontés effectivement au quotidien à l'interculturalité avec des enjeux qui ne sont pas vitaux, mais peut-être pour les entreprises, mais qui effectivement touche à ce qui est important. Effectivement, c'est la compétition internationale, etc., tout ce qui fait les emplois et l'économie des moyens pour ce qu'on a à produire. Alors avec la mondialisation, les enjeux interculturels sont devenus très cruciaux pour beaucoup d'entreprises. Alors bien sûr, certaines y travaillent depuis très longtemps et savent très bien faire, mais le degré de compétence collective est peut-être assez variable. Alors, pour faire court, dans les entreprises, on a à manager des équipes locales de cultures souvent très différentes. On a à manager des équipes multiculturelles, ce qui est encore un autre enjeu, ou encore des partenariats avec des entreprises étrangères.
Alors, quand les aspects culturels sont négligés, on constate beaucoup de malentendus et d'incompréhensions, de faibles motivations et d'erreurs, c'est-à-dire tout ce que les entreprises n'aiment pas parce que leur vie est déjà assez compliquée. Alors, on constate que les modes d'organisation et les outils de gestion venus du siège social sont mal intégrés et mis en œuvre par des salariés qui ne les comprennent pas. Les managers expatriés s'aperçoivent, une fois en poste, que leurs réflexes et les pratiques de management qu'on leur a enseignées tombent à plat pour encadrer des salariés étrangers. Et puis aussi que beaucoup de partenariats peuvent échouer parce qu'on n'a pas su repérer des différences parfois décisives entre les manières de penser et d'agir, de travailler et collaborer des parties prenantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les aider? On forme, et Benjamin Pelletier vous en parlera tout à l'heure, on prépare les gens qui doivent s'expatrier ou travailler à longue distance avec des étrangers, on coach les managers, on avertit les dirigeants. En fait, on aide aux prises de conscience et on fournit de quoi décrypter les cultures. Mais dans le temps dont je dispose, je me concentrerai sur quelques points clés qui, à l'expérience, apparaissent importants pour construire une véritable intelligence culturelle. Mais évidemment, il y aurait beaucoup à dire, c'est un très vaste sujet. Et je dirais, le sujet de l'interculturalité dans les entreprises, il est loin d'être achevé. C'est quelque chose qui est en devenir. On est loin de faire tout ce qu'il faudrait, comme il le faudrait. Alors, décrypter les cultures, donc, mais au bon niveau. Si c'est trop superficiel, c'est inopérant. Ça ne dit pas vraiment comment l'autre agit ou réagit. On ne peut pas se borner à des codes ou évidemment à des stéréotypes parce que ce sont des sources d'erreurs. Il faut montrer la profonde cohérence de chaque culture et comment cette cohérence s'articule autour de quelques logiques profondes qui traduisent les grands partis pris de cette culture dans les manières de penser et d'agir. Et je vais en donner deux exemples de ces grands partis pris. D'abord, celui du rapport au monde général, c'est-à-dire, pour faire court, maîtrise ou soumission. Les Occidentaux ont une conception particulière qui est inspirée de la Bible. Le monde, la nature ont été donnés aux humains pour qu'ils les dominent et les exploitent. Ils s'emploient donc à maîtriser le monde par la raison, la force, la volonté, par la science et la technique. Et ils vont même jusqu'à prétendre maîtriser le temps, le futur et même le facteur humain. En tout cas, ils s'y essayent. Or, une bonne partie des autres nations considèrent comme une évidence que les forces de la nature nous dépassent et que l'homme doit s'y insérer, surtout, qu'il doit ravaler son arrogance et accepter l'imprévisibilité d'un monde en changement permanent. Le mieux qu'on puisse faire pour eux, c'est de surfer sur ces mouvements naturels, en tirer les ressources qu'on peut et saisir les opportunités qui se présentent. Alors c'est typiquement la logique des Chinois, des Coréens et de bien d'autres. Alors, ce n'est pas qu'il manque de volonté, ni d'ailleurs d'efficacité, et ça on le constate tous les jours, mais ils n'entrent pas dans le volontarisme occidental. Ce sont des réalistes. Et c'est ce que font, par exemple, les Chinois, avec des forces naturelles un peu particulières, les forces du marché. Eh bien, ils surfent, ils saisissent les opportunités, ils laissent croître ce qu'ils ont semé au bon endroit. Je prends souvent l'exemple des Chinois parce que la culture chinoise a ceci de très particulier, d'être absolument aux antipodes de la mentalité occidentale et surtout française. Et donc, elle a l'avantage de faire apparaître très nettement les différences, et c'était extrêmement instructif pour nous, bien sûr, sur la compréhension de notre propre culture. Alors donc, j'ai dit maîtrise ou soumission aux forces naturelles, voilà, c'est le premier grand clivage entre cultures, et avec la relation qui s'en déduit au risque et à l'incertitude,
qui sont des choses primordiales dans l'action, évidemment, ça ne nous a pas échappé. Le deuxième grand parti pris qui différencie les cultures, c'est universalisme ou particularisme, et la conception des règles qui va avec. La vie civile et professionnelle dans les pays occidentaux est balisée par une série de lois et de règles qui assurent une grande cohérence, parce qu'elles s'appliquent uniformément à tous, en principe. Pour des Chinois, c'est absurde. Une règle juste est une règle qui s'applique en fonction de la situation et d'abord du statut des intéressés. Qui voudrait d'une règle sourde et aveugle, n'est-ce pas ? Alors, les Chinois n'ont aucune confiance dans les lois, les règles et les contrats. Ça fait 2000 ans qu'ils travaillent sous l'impulsion du confucianisme qui explique que toutes ces lois ne peuvent apporter la vertu aux humains. Par contre, la vertu de l'empereur peut éventuellement ruisseler sur les couches inférieures. Alors, dans un monde changeant, les Chinois pensent que les lois et les règles ne peuvent pas fonctionner. Ils misent sur la relation humaine, personnelle. Ça, c'est un lien souple, articulé, qui résiste bien aux situations et à leurs évolutions en s'adaptant. En fait, il n'y a guère qu'en Occident qu'on est universaliste, qu'on croit à l'égalité, qu'on mise sur tout cela pour l'harmonie sociale et l'efficacité. Et c'est évidemment en lien avec toute une conception de la justice qu'on connaît bien. Alors, je n'ai pas ici le loisir de détailler les autres grands points de différenciation des cultures. Il y en a une dizaine, si l'on veut, on peut faire des découpages plus ou moins fins, mais il y a par exemple la conception du temps, la logique individuelle ou collective, très important, la relation hiérarchique, l'acceptation des inégalités, l'expression implicite ou explicite, le pragmatisme ou l'abstraction. Alors, ces options sont très éclairantes sur nos propres partis pris, comme sur ceux de nos interlocuteurs, lorsque on prend le temps de les repérer et de se repérer dans ces catégories. Seulement, attention à ne pas essentialiser ces options, en faire des attributs statiques des identités, surtout. Les cultures ne sont que des gammes d'attitudes à disposition de leurs ressortissants, des logiques d'interprétation de situations qu'ils peuvent suivre ou non. Et cela va dépendre de la situation, de la personne et beaucoup de la dynamique d'interaction dans laquelle se fait la rencontre interculturelle. Alors, évidemment, l'interculturel, c'est bien dans l'interaction que ça se joue. Et sans oublier, évidemment, le contexte et les contraintes sociales dans lesquelles l'interlocuteur se situe. Et les propos que nous avons entendus tout à l'heure illustrent bien ces aspects-là. Ils sont un petit peu moins prégnants, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, dans les entreprises. Alors, interaction individuelle ou collective. Une personne immergée dans son groupe d'origine exprimera plus fidèlement les traits généraux de sa culture du fait de la pression de conformité au groupe qui s'exerce sur lui, et même à son insu. Sinon, en individuel, la dynamique sera plus favorable à une adaptation mutuelle entre les interlocuteurs, à condition qu'ils soient de bonne volonté. Alors, il s'agit de s'ajuster et se comprendre tout en restant soi-même. Évidemment, ce n'est pas simple, il n'y a aucune solution parfaite pour ça. Ce n'est jamais complètement prévisible ce qui va se passer avec un interlocuteur individuel ou collectif d'une autre culture. Mais mieux vaut s'y préparer en connaissant à l'avance les grandes logiques de l'autre société, celles dans lesquelles l'interlocuteur a été élevé, même s'il est biculturel. Alors justement, les biculturels, je ferai une petite remarque.
Comme les bilingues, ils présentent un avantage évident, puisqu'ils sont capables de converser et collaborer de plein pied avec vous comme avec leurs concitoyens. Ce sont des passeurs essentiels pour expliquer à chaque côté comment l'autre perçoit les choses et raisonne. Seulement, attention à un phénomène qu'on observe dans les entreprises. Lorsqu'ils sont placés sous stress, il arrive que les gens à double culture aient tendance à revenir brutalement à leur culture maternelle, entre guillemets. Comme si, en cas de déstabilisation, il y avait un commutateur qui faisait basculer la personne d'un régime à un autre de fonctionnement. La personne décroche d'un coup pour se replier dans les logiques de sa culture d'origine, sans doute plus rassurante. Alors un autre point important dans la rencontre entre un local, entre guillemets, et un inconnu étranger est la manière de construire la confiance. Donc je vais vous en parler un petit peu, effectivement dans un contexte sans doute assez différent de celui que nous avons vu dans les premiers exposés, moins dramatique et moins chargé d'intérêt. Ça correspond plus à des gens qui ont à travailler ensemble sans forcément se connaître. Alors, cette manière de construire la confiance, elle se répartit en 3 grands types. Les sociétés de la règle, les sociétés du lien et les sociétés de la relation personnalisée. Alors, les sociétés de la règle, c'est bien sûr les sociétés occidentales. Elles sont construites sur des règles impersonnelles, valables pour tous, dont j'ai déjà parlé, qui ont l'avantage de permettre à des gens qui ne se connaissent même pas de travailler ensemble en cohérence et en confiance, même dans de très grandes structures. On a confiance parce que l'autre est un professionnel d'un certain métier, donc on s'attend à un certain comportement et en général, on n'est pas trompé. Et puis, quand on connaît bien quelqu'un, il peut y avoir un surcroît de confiance ou au contraire, un doute. Et donc, ça fait un petit plus ou un petit moins qui s'ajoute à la base de confiance déjà acquise du fait de cette culture légaliste qui imprègne, même complètement à notre insu, les esprits occidentaux. Alors, les sociétés du lien, elles ne sont pas légalistes, elles sont familialistes. L'unité de base, c'est la famille, la grande famille clanique. À l'intérieur règne le régime de l'obligation, obligation d'aider, de contribuer, de soutenir. On fait corps automatiquement. Et puis, il y a ces prolongements, l'ethnie, le village, la religion, en bref, tout ce qui nous rassemble face à d'autres. Dès qu'il y a du lien, on est sûr d'être bien ou mieux traité, soutenu, avec loyauté. Et si l'on se trouve avec un inconnu, on va discuter avec lui jusqu'à avoir trouvé un lien. Et alors, on aura la confiance. Et évidemment, tout le monde est soulagé et rassuré. Avec un occidental inconnu, ce sera évidemment difficile de trouver un lien. Mais on va quand même chercher un point commun, une personnalité qu'on connaît. Parfois, c'est une admiration commune pour un footballeur qui pourra faire l'affaire faute de mieux. Mais si l'occidental, ne voyant pas l'enjeu, se soustrait à cette procédure, n'entre même pas dans ce jeu de recherche du lien, alors la relation restera purement utilitaire, commerciale, cynique, sans aucune garantie de loyauté. Et puis, il y a les sociétés de la relation volontaire. Alors, c'est en particulier la société chinoise. Bon, c'est quand même 1/5 de la population mondiale. Elle est basée aussi sur la famille. Les étrangers à la famille ne sont rien. Il n'y a pas de collectivisme, contrairement effectivement à ce que la révolution maoïste a pu laisser penser. Et donc là, la confiance peut sortir du cadre familial en s'appuyant sur une relation spécifique qui se construit patiemment et avec des échanges mutuels de soutien et de gratification alternés. Et tout ça s'appelle le guanxi, ça fait réseau et ça ouvre des portes. Alors évidemment, sauf dans les sociétés de la règle, les sociétés occidentales, qui sont finalement très minoritaires dans le monde, la construction de la confiance suppose d'accepter de se dévoiler, de montrer du soi privé. On n'a pas le clivage
habituel en Occident et particulièrement en France entre le privé et le public professionnel. Voilà, alors on pourrait parler de même des approches de l'efficacité qui sont extrêmement diverses dans le monde et parfois opposées. Il n'y a pas que le professionnalisme anglo-saxon dans le monde. Alors, dans le temps qui me reste, si tant est qu'il m'en reste, je vais évoquer un travail que je propose aux entreprises, une radiographie de leurs pratiques managériales. Dans les entreprises internationales, on a aujourd'hui une sorte de gamme standard de bonnes pratiques pour le management des équipes et la gestion des ressources humaines. Alors, ces bonnes pratiques, elles sont largement inspirées d'experts américains qui les ont minutieusement optimisées pour assurer efficacité, motivation et performance pour un personnel américain. Alors, ça fonctionne tant bien que mal en Europe, au prix d'un certain nombre de biais pour s'ajuster aux mentalités espagnoles, françaises, allemandes, etc. Mais hors de la sphère occidentale, elles sont souvent inopérantes et parfois carrément contre-productives, faute de faire sens dans les autres cultures. Alors, ce que je propose respectueusement aux entreprises et que je développe dans mon livre, c'est un véritable démontage, une déconstruction de ces pratiques standards pour identifier sur quelles évidences implicites elles reposent, quels en sont les prérequis, et de regarder si ces prérequis culturels sont présents dans la culture locale de l'usine ou des bureaux qu'on a implantés en Inde, au Brésil, au Mexique, au Maroc. Alors, par exemple, dans une société où le droit à l'erreur n'existe pas, comment imaginer obtenir qu'un collaborateur fournisse une prévision ou une alerte sur un défaut qu'il a repéré dans la fabrication? Comment faire de la planification avec une conception élastique du temps? Comment déléguer à des collaborateurs qui ne veulent pas prendre d'initiative? Et de même avec l'exercice de l'autorité, la gestion des conflits, la conduite des projets, le régime de gratification et des sanctions. Donc chacune de ces pratiques ultra courantes dans les entreprises mérite d'être revue et analysée, mise en regard des schémas mentaux des gens à qui elle va s'adresser, puis adaptée à leur levier de motivation et logique d'action, à leur approche de l'efficacité. Évidemment, en faisant des compromis avec les normes et les règles de l'entreprise, mais de manière à faire sens pour eux si l'on veut assurer l'implication, la sûreté, la qualité de coopération et éviter bien des désagréments. Bon, voilà, il y aurait bien d'autres choses à dire sur ce sujet, mais j'espère que cela vous aura donné quelques coups d'éclairage sur la manière dont on s'efforce de développer cette fameuse intelligence interculturelle tant espérée dans les entreprises déployées à l'international. Merci. Merci. Monsieur Pelletier, à vous. Bien. Merci à l'ENSOM déjà d'avoir eu cette initiative de faire un colloque sur un sujet aussi important et vu la présence assez nombreuse, je pense assez urgent aussi. Et merci au général Delbos pour les échanges aussi qu'on a eu en préparation, extrêmement intéressants, qui montrent toute l'ouverture sur différentes approches, différents domaines, différentes disciplines. Et c'est absolument essentiel. Parce que ce qui se joue ici, dans ce dialogue, vous parlez de partenariat dans la matinée, dans ce dialogue entre différents secteurs d'activité, c'est de développer une culture de l'interculturel déjà entre nous. Il est certain que si on ne développe pas de l'interculturel sur le plan national entre nous, on aura peut-être des difficultés à le faire à l'international. Et il est essentiel qu'on réfléchisse sur nos points forts, points faibles déjà ici, sur le développement de la culture interculturelle, pour activer les bons leviers et identifier les obstacles quand on se projette à l'international. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que l'interculturel, ça commence avec l'interdisciplinarité. Et il faut réfléchir là aussi aux obstacles qu'on rencontre lorsqu'on veut faire dialoguer, par exemple, les sciences humaines et les sciences de gestion. Il y a des a priori énormes qui empêchent un enrichissement mutuel. Il peut y avoir également des a priori entre différents domaines, le monde civil, le monde militaire.
Là aussi, quels sont-ils? Pourquoi seraient-ils et en quoi seraient-ils français? Seraient-ils différents ou semblables à ceux qu'on rencontre en Allemagne, aux États-Unis ou au Japon ou ailleurs? Ayons une réflexion déjà sur tous ces enjeux à notre niveau, sur le plan national, et donc ouvrons, décloisonnons les disciplines. C'est absolument important. Donc pour ma part, j'interviens ici comme acteur du monde civil. Je suis formateur en management interculturel, donc pour les entreprises à 90% de mon temps, et 10% j'enseigne cette approche dans différentes écoles, notamment l'école des Ponts. Je constate, si vous voulez, depuis 5-6 ans, une demande grandissante des écoles dans tout un tas de disciplines sur la thématique de l'interculturel. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour ma part, j'ai refusé plus de 250 heures de cours sur les 3 dernières années, venant d'écoles très très variées, pas faute d'intérêt, mais faute de temps. Et ça, c'est très intéressant comme symptôme de ce développement de la culture de l'interculturel pour les jeunes générations. C'est très positif. Je voudrais partager ici 2 retours d'expérience issus de la formation en entreprise, et je vais en tirer quelques enseignements, quelques leçons sur les formats, les défis, les enjeux de la formation interculturelle qu'on rencontre en entreprise, mais qui peuvent aussi avoir un écho dans le contexte militaire et aussi dans le contexte aussi du maintien de la paix, puisque bien de vos témoignages et réflexions trouvent un écho aussi quand on travaille dans le secteur privé. Premier retour d'expérience, je vais vous citer ici, je vais vous lire la demande d'une entreprise que j'ai reçue il y a quelques années. Je ne citerai pas l'entreprise en question, mais j'ai reçu une demande de formation sur les questions interculturelles. La voici. Donc c'est textuel. Monsieur, nous souhaitons vous solliciter pour un séminaire sur les enjeux interculturels des zones Europe, Asie, Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, abordant us et coutumes, écueils à éviter, pratiques commerciales, procédures douanières, ainsi que langue, décalage horaire, démographie, religion, infrastructure, données politiques, type de régime, données économiques, présentation du commerce extérieur. Et il fallait prévoir également un exercice ludique pour 30 participants, le tout à traiter en 1 heure. Je lui ai demandé s'il voulait que je fasse le décathlon en 20 minutes aussi, aux Jeux Olympiques. Étonnant. Deuxième cas, ici, très différent. Ici, c'est un grand groupe français qui va déployer de la formation interculturelle suivant 3 enjeux et 3 étapes bien définies. Là, on a affaire à un environnement multiculturel. Alors je ne citerai pas ce grand groupe, mais nous sommes dans les cosmétiques. Et vous avez une équipe dans l'IT qui travaille au quotidien. Donc ce sont des Français qui travaillent au quotidien avec des Américains, des Brésiliens, des Japonais, des Chinois et des Indiens. Tous de la même entreprise et tous travaillant à distance. Donc gros enjeu. Ici, ils avaient identifié l'objectif de la communication multiculturels entre eux, et puis évidemment de l'efficacité en termes donc de collaboration lorsqu'ils travaillent sur ces projets à distance. Donc 3 étapes. Première étape, on a fait ici une formation séparément. D'une part, on voit les Français tout seuls pendant une journée. Lors d'une autre session, on voit les Américains du Nord et les Brésiliens séparément. Et puis la 3e session, les Asiatiques séparément. Lors de ces différentes sessions, ces 3 sessions, on va apporter des grilles de lecture de relations interculturelles, les faire travailler sur des études de cas, leur retour d'expérience. Et en fin de journée, on demande à chacun de ces groupes, par type nationaux, on va dire, ou par région, on demande à chacun de ces groupes de faire une liste des défis qu'ils rencontrent quand ils travaillent. Alors les Français quand ils travaillent avec les Américains et Brésiliens, et puis les Chinois, les Indiens, etc. Les Asiatiques quand ils travaillent avec nous et les Américains et Brésiliens. Donc à la fin de chacune de ces sessions, chaque groupe met sur la table les défis de façon structurée et concrète en termes de communication, de collaboration, donc qu'ils rencontrent ensemble. C'est ici la première étape. À la fin de cette première étape, on compare les listes de sujets et on se rend compte qu'il y a 6 sujets majeurs, 6 sujets qui sont transverses, qui finalement chacun rencontre avec l'autre. Alors parmi ces sujets, je peux vous les citer, il y avait la communication écrite et orale. Déjà c'est un vaste sujet, c'est assez général tel que je dis, il faudrait le spécifier. Mais il y avait ça. Il y avait la prise de décision. Les Français se demandaient, mais comment vous, collègues japonais, vous décidez? Comment ça fonctionne chez vous? Les Japonais se demandaient, mais aux États-Unis, comment ça marche? Et les Chinois en France, etc. La prise de décision.
Le troisième sujet, c'était l'organisation matricielle. On doit tous travailler en mode réseau, tous ensemble. Comment vous percevez ce type de coopération, de collaboration, sachant que vous avez des environnements qui sont très verticaux, très hiérarchisés. Et on sait une chose, si vous voulez travailler en mode réseau, et ça je suis sûr que ça doit parler aussi en termes des Nations Unies, quand vous avez des équipes multinationales qui doivent travailler en réseau, eh bien c'est un vrai défi quand certains ont une culture hiérarchique très très verticale. C'est pas simple du tout de développer ce type de relation. Il y avait en termes de, je vous donne un autre sujet, que signifie pour vous lancer et gérer un projet? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous semble tout simple, mais finalement, bien des étrangers ne comprenaient pas comment les Français lançaient et géraient un projet, ce qui est un peu fâcheux quand on gère un projet ensemble. Un sujet qui revient très souvent dans les formations interculturelles, comment s'exprime le feedback, le commentaire, le retour, l'évaluation du positif et du négatif, sachant que notre façon de faire français est souvent vue comme agressive. D'autres ont tendance à exagérer le positif et à intérioriser le négatif. Et tout cela n'est pas si simple quand on travaille en équipe. Que signifie une entreprise globale? Bon, voilà les 6 sujets. Deuxième étape, cette fois-ci, toutes ces personnes qui étaient séparées se retrouvent ensemble dans la même salle et on fait 6 ateliers multiculturels. Pour chacun des sujets, on réunit toutes ces nationalités autour de la table. Sur le sujet prise de décision, chacun doit s'expliquer comment fonctionne la prise de décision dans son environnement et quelles sont les pratiques et définitions associées à la prise de décision. On s'explique. Et quand on s'explique, déjà, on se comprend mieux, et on se comprend mieux, on se juge moins. Mais deuxième étape, il faut trouver des ajustements, des pratiques communes. On travaille ensemble, eh bien, ils doivent, autour de ces tables, chacun de ces groupes doit faire une liste de propositions concrètes pour améliorer la communication, la coopération. Et toutes les heures, ils changent de table. Il y a 6 groupes, 6 heures, de table en table. Chaque groupe qui remplace le précédent va commenter les propositions du groupe précédent et enrichir les propositions. En fin de journée, on obtient une liste extrêmement détaillée de propositions très concrètes qui ont émergé de la part des gens sur le terrain. Et ça, c'est très important que ce soit eux-mêmes qui accouchent des propositions de coopération. Ce sont eux qui savent souvent ce qu'il y a de mieux en termes de communication et de coopération avec leurs collègues, à partir du moment où ils ont des outils pour le faire. Donc on a ensuite une étape suivante, troisième étape, cette fois-ci c'est un comité de direction où vous avez des représentants de chacun de ces pays, un haut responsable de l'entreprise, on passe en revue les propositions en question et il est décidé qu'est-ce qu'il faut mettre en place urgemment dès demain matin, qu'est-ce qui au contraire doit être mis en place ultérieurement. Donc on va avoir un processus de sélection, de hiérarchisation et de priorisation de ces propositions qui viennent du terrain et c'est eux qui en avaient accouché. Alors, entre les 2 cas que je vous ai évoqués, le premier et le deuxième, il y a plusieurs grandes différences. Le premier, il y a le facteur temps. Hop. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez le faire. C'est bon, c'est passé. Le facteur temps. Il est évident qu'en 1 heure, on ne peut pas faire déployer une session telle que dans le premier cas, c'était évoqué. Le problème, c'est que dans la première situation, on vous compresse le temps parce qu'on suppose qu'une formation, c'est comme un cours ou une conférence. Or là, il y a un petit souci, c'est qu'il s'agit de développer non seulement des connaissances, mais aussi des compétences. Et le facteur temps va être majeur. Ce n'est pas en 1 heure que vous développez des compétences. Donc là, il faut s'interroger aussi sur peut-être cet obstacle culturel français qui fait que savoir est souvent confondu avec savoir-faire. D'où ça vient tout ça? On devrait essayer de comprendre la confusion qu'il peut y avoir entre les deux et qui est culturellement marquée. Ce n'est pas partout pareil. Le temps, c'est aussi à quel moment intervient la demande de formation. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les formations, les demandes qui viennent des entreprises, eh bien, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans après des malentendus, après des conflits et des difficultés en termes de coopération. C'est très rare qu'on anticipe. Anticiper suppose d'avoir conscience de tous ces phénomènes et c'est lié à un autre facteur qui va être l'argent. Le temps, c'est de l'argent et évidemment, ça a un coût, tout cela. Et lorsqu'on dit aux entreprises qu'il faut anticiper et déployer des ateliers, des sessions, tout de suite, c'est mais combien ça coûte? C'est la première question. On a envie de leur dire, mais vous n'avez qu'à essayer l'ignorance et l'incompétence et voyez combien ça va vous coûter. Bon, ce que j'ai dit parfois, c'est assez convaincant, il faut dire. Oui, ça a un coût.
Mais il faut dire aussi que ces formations interculturelles dans le secteur donc, des entreprises, ça reste encore un luxe. Un luxe d'une part de grandes entreprises en France qui peuvent se le permettre de mobiliser du temps et de l'argent pour ces formations. Il y a encore un souci pour les PME qui ont du mal à s'organiser en réseau pour mutualiser leurs demandes, par exemple. Il y a les CCI, les chambres de commerce et d'industrie qui proposent des choses. Parfois, c'est des journées pays, c'est assez général, mais ce n'est pas forcément sur la demande très précise de ces PME. Et puis, c'est ensuite un luxe d'entreprises occidentales. Donc là, évidemment, des entreprises chinoises, que Dominique Rey évoquait, ou brésiliennes, ou d'Afrique, n'ont parfois pas le budget pour ce genre de formation. Et pourtant, je constate des demandes grandissantes. J'ai des témoignages d'entreprises marocaines qui se détournent de plus en plus de l'Europe, de l'Espagne, vu la situation un peu figée au niveau économique, et se tournent de plus en plus vers l'Afrique de l'Ouest, et ont une réflexion assez mature sur le sujet, en se disant, c'est pas parce qu'on est francophone, nous Marocains, comme les Sénégalais, que ça va forcément fonctionner. Il faut qu'on comprenne beaucoup plus finement ces cultures-là. Et ça, c'est nouveau, cette demande d'entreprise maghrébine sur le secteur de l'Afrique de l'Ouest. Il y a une évolution en cours. Troisième différence entre ces deux cas, c'est la définition de l'objectif. Évidemment, dans le premier cas, c'est assez flou, si ce n'est peut-être apporter un vernis de culture générale sur les environnements avec lesquels on a des opérations. Mais encore une fois, la formation n'est pas un apport de culture générale. On n'est pas là pour satisfaire notre curiosité sur les cultures étrangères. Mais on est là parce qu'il y a des enjeux très très forts pour gérer des opérations dans tel ou tel pays. L'objectif va déterminer votre demande en information et en compétences. Si par exemple c'est de renforcer une cohésion d'équipe, c'est quoi votre demande d'information et de compétences? Si c'est vous implanter dans un nouveau pays, c'est quoi votre demande d'information et de compétences? Votre objectif va être essentiel à déterminer pour savoir où est-ce que vous allez. Pour moi, ces formations interculturelles, vu les enjeux que cela comprend, comme je vous dis, ce n'est pas une forme de satisfaction à la curiosité générale, ça doit être abordé comme une forme de gestion des risques et donc de développement des opportunités, pour inciter très fortement sur cette dimension opérationnelle. Alors, vous savez peut-être qu'au sein de Bercy, il existe un service qui est dédié à l'intelligence économique, au ministère de l'économie, qui s'appelle donc le service ici de l'information stratégique et de la sécurité économique, le SIS, qui pilote au niveau interministériel la politique d'intelligence économique de la France. Et vous avez une série de documentations au sein de ce site internet ici du CICE, parmi lesquels vous allez trouver un document qui s'appelle le référentiel à l'intelligence économique. Ce document-là définit l'approche française ou la doctrine française de ce que c'est que l'intelligence économique. Et on va vous définir ce que c'est que la veille, ce que c'est que l'influence, en quoi doit consister l'intelligence économique, qu'est-ce que la cybersécurité. Et aussi, vous avez un paragraphe qui définit, si vous voulez, une forme de doctrine de ce que c'est que la gestion des risques et qui doit être normatif pour notre pratique et notre approche de la gestion des risques. Vous avez le paragraphe derrière moi et au sein de ce paragraphe, on trouve ici une phrase très intéressante qui est la suivante, qui est « À l'international, l'incompétence interculturelle est un facteur de crise majeur, alors qu'à l'inverse, la connaissance de la culture du pays partenaire est une prévention efficace. » C'est la première fois que dans la définition de la gestion des risques intervient la question culturelle ou interculturelle, c'est-à-dire la dimension non technique de la gestion des risques. Et ça, c'est pour moi, c'est peut-être une petite phrase symptomatique ou anecdotique, mais elle est symptomatique vraiment d'une évolution du sujet qui montre toute l'urgence de la question. Eh bien, à mon sens, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui et à l'avenir entre civils et militaires. D'une part, la nécessité d'anticiper sur les besoins, sur les formations culturelles et interculturelles. Deuxièmement, d'identifier nos points forts et nos points faibles dans le développement de cette culture de l'interculturel pour justement activer des bons leviers et savoir aussi identifier les obstacles dans le développement et le déploiement de ces formations. Le troisième point, c'est tout simplement savoir définir les formats de formation, que ce soit donc pour les entreprises, pour les opérations de maintien de la paix ou dans le contexte militaire, c'est absolument incontournable. Et puis, enfin, c'est d'avoir une approche de ces enjeux interculturels assez forte, en disant que ça permet à la fois de développer, de préserver l'activité d'une organisation internationale. Il y a une approche stratégique là-dessus, en amont et en aval. C'est aussi une forme de gestion des risques. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et pour finir, Nathalie Ruffier, je vous cède la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Je tiens premièrement à remercier humblement le général Delbos pour son invitation
Et je vais essayer d'y faire honneur en vous présentant pendant quelques minutes la prise en compte de l'interculturalité et, contrairement à mes deux prédécesseurs, dans le domaine militaire, donc le cas américain en Irak et en Afghanistan. Je pars du constat qu'aujourd'hui, il est communément admis sur le terrain et d'un point de vue doctrinal que le human domain, ou le domaine humain, ou la conscience culturelle des sociétés à l'intérieur desquelles les militaires agissent sont des données essentielles à prendre en compte. Pour les Américains, comme pour les armées occidentales, les théâtres irakiens et afghans ont été des révélateurs de lacunes opérationnelles engrangées quant aux transformations des menaces et quant aux outils à mettre en place dans ces guerres dites asymétriques. Cette prise de conscience de l'environnement humain opérationnel s'est donc accompagnée d'un développement et d'une intégration de nouveaux outils dans le raisonnement opérationnel militaire, que ce soit par la mise en place de programmes civilo-militaires d'un nouveau type, typiquement les PRT, les Provincial Reconstruction Team, à la fois civils et à la fois militaires pour aider les gouvernements locaux, comme le HTS, le Humanitarian System, dans lequel des chercheurs en sciences sociales et humaines étaient intégrés directement dans les équipes pour parler à la population, mais également par la mise en place de formation, d'entraînement et de préparation des militaires avant projection via des plateformes de simulation à l'interculturalité. Donc ma présentation s'oriente vraiment dans une démarche de recherche scientifique afin de mettre en avant les efforts des États-Unis, enfin des Américains, pour pourvoir ces gaps de connaissances en matière interculturelle. Elle n'a absolument pas pour vocation à pointer du doigt les armées américaines, mais bien de mettre en avant cette prise de conscience face aux échecs des stratégies conventionnelles sur le terrain. Quelques mots sur le contexte. Donc, le début des années 2000 voit émerger un changement dans les opérations militaires. Les armées ne s'attaquent plus uniquement et directement aux djihadistes insurrectionnels, mais s'occupent plutôt de l'environnement humain et socio-culturel qui les entoure. Ceci à but de rallier la population tout en les isolant des insurgés. Pour cela, les armées américaines vont alors intégrer l'apport de chercheurs civils, et en particulier des anthropologues, qui vont alors avoir pour objectif de déconstruire les logiques sociales locales, de trouver des moyens d'instaurer une communication avec la population et de proposer aux militaires des méthodes pour limiter l'insurrection. Donc grosse pression pour les anthropologues. Et ces démarches vont d'ailleurs être vivement critiquées par l'Association américaine d'anthropologie, qui va alors accuser l'armée de vouloir militariser l'anthropologie. Pardon. Merci. Donc il va y avoir des débats assez houleux entre effectivement la déontologie de la recherche qui ne doit pas mettre en péril la population étudiée et le fait d'être américain, pro-militaire ou non. L'intégration de ces chercheurs va se faire à plusieurs niveaux, donc sur le terrain avec le HTS, mais aussi au niveau un peu plus décisionnel, car le général Petraeus, alors commandant de la coalition militaire en Irak à ce moment-là, va s'entourer également de chercheurs, typiquement le colonel Kilcullen, qui a un doctorat en anthropologie politique, ou encore l'anthropologue Montgomery McFate. Vous allez avoir d'autres exemples de chercheurs, à l'image de l'archéologue Laurie Rush, qui va être l'initiatrice des jeux de cartes à destination des militaires, avec l'effigie de différents sites archéologiques ou des monuments historiques fondamentaux, que ce soit dans la culture afghane, irakienne ou égyptienne, car elle a travaillé sur ces trois pays. Et ces cartes synthétisent une histoire locale et nationale en une phrase, par exemple, protéger les ruines quand c'est possible, avec un exemple du minaret de Samarra en Irak, ou alors ne pas acheter des souvenirs, ça peut être des artefacts archéologiques, etc., toujours avec une mise en scène des militaires. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette logique de compréhension de la culture des populations locales, les militaires américains eux-mêmes vont être confrontés à cette prise de conscience de leur propre culture, de la manière dont elle est perçue et dont elle influence les dynamiques humaines. Ça va être un jeu à double sens. Comment on essaye d'appréhender la culture de l'autre, mais finalement, comment on appréhende notre culture. Parce que, par nature, on sait que la culture et ses codes sont inconscients et pris pour acquis sans remise en question, que ce soit pour les Américains ou pour d'autres cultures. Et par exemple, un officier américain peut prendre le manque de ponctualité pour un manque de respect ou de la paresse. Il peut également croire que, parce qu'il a de bonnes intentions, elles vont être acceptées par les autres au nom d'idéaux culturels universalistes, mais finalement qui lui sont propres. Et donc pendant mes recherches, les exemples ne manquaient pas quant aux perceptions culturelles erronées des militaires qui vont avoir un impact sur les zones d'engagement. Les transgressions de normes, de croyances locales, etc., peuvent conduire une population accueillante, ou du moins respectueuse, en une foule hostile.
Et ces erreurs illustrent que la compréhension des facteurs culturels, ou son manque, par méconnaissance ou par manque de curiosité, peuvent influencer sur l'efficacité de la mission, et d'ailleurs les conditions dans lesquelles elle s'opère. Et j'ajouterai que l'hétérogénéité de la culture est renforcée non seulement par la diversité des populations présentes sur le terrain, mais également par la diversité des groupes militaires. Là, je ne parle pas des coalitions internationales avec plusieurs nationalités, mais même au sein même des militaires américains qui vont avoir besoin de connaissances culturelles différentes. Typiquement, les Marines vont avoir un besoin de connaissances culturelles, de la différence de connaissances culturelles entre eux et les populations. Quelle est la logique de l'autre ? Typiquement, les anthropologues engagés sur le terrain vont avoir besoin de collecter des informations beaucoup plus poussées et beaucoup plus précises et comparées. Et ceci, d'ailleurs, s'inscrit dans les programmes civilo-militaires qu'ils ont mis en place, parce que les chercheurs vont alors avoir pour objectif de fournir aux militaires une meilleure compréhension des populations, de leurs habitudes, des croyances, des codes, afin d'expliquer leur comportement. Et c'est vrai que dans un programme expérimental qui a été institué par le Pentagone en 2006, le HTS, c'est vrai que c'est intéressant de voir les retours positifs des militaires quant aux chercheurs civils engagés. Et les rétextes parlent d'une amélioration de la situation et de la compréhension du milieu par les militaires, avec un abaissement de l'insurrection, puisque c'est le but aussi. Et à travers ces exemples, on voit que les Américains ont beaucoup réfléchi aux méthodes de compréhension des comportements socioculturels dans ces pays et aux outils de formation et d'entraînement des militaires. Parce que dès les premières années, vous allez avoir des militaires qui reviennent du terrain avec une méconnaissance de l'environnement opérationnel humain et qui les gêne beaucoup. Et d'ailleurs, les armées vont interagir de manière assez poussée avec le domaine des universités, les sociétés civiles, les entreprises privées, et également avec le domaine des modélisations informatiques, qui va donner lieu à des sites de formation à l'interculturalité. Et donc ces différentes plateformes de simulation proposent un ensemble de services, toujours à des fins opérationnelles, car le but est de limiter les facteurs de risque quant aux perceptions interculturelles. Vous avez un ensemble de services allant du jeu de rôle virtuel à l'entraînement de la communication face à des populations aux cultures différentes. Vous en avez un certain nombre. Vous avez Alelo Inc., dont je vous avais parlé, mon général. Vous avez Shout, mais il me semble que c'est suédois. Sycomore, et vous avez Culture Gear. Culture Gear a été créé à partir de 400 expériences culturelles menées toujours par des Américains, des militaires américains, qui se divisent en plusieurs parties, dont notamment une première partie avec des questions sur les perceptions des notions supposées communes dans des domaines différents, le politique, le social, l'économie, le temps, et ce qui rentre directement dans le besoin de compréhension des marines, parce que dans le domaine politique, vous pouvez avoir, est-ce que dans toutes les cultures, la police ou la justice est prégnante, ou alors est-ce que dans d'autres cultures, ça peut être des formes plus locales ? Oui, non, pourquoi ? C'est expliqué. Typiquement dans le temps, est-ce qu'un rendez-vous se fait à une heure fixe et on entre tout de suite dans le sujet, ou alors est-ce que dans d'autres cultures, ça se passe différemment ? Donc c'est assez bien fait. Et donc vous avez une autre partie qui est un exercice de simulation dans un pays réel, avec des scénarios, dans lequel l'utilisateur va jouer le rôle d'un officier militaire en mission. Donc par pure curiosité scientifique, j'en ai essayé quelques-uns, et dont un en particulier qui s'appelle 3 puits, qui se passe au Tchad. L'utilisateur de cette simulation va interpréter à tour de rôle un officier militaire américain venu proposer la construction de 3 puits dans 3 villages différents, parce que c'est le scénario qui veut ça, et qui est confronté aux positions strictes du leader local. Dans une deuxième phase, l'utilisateur se met à la place du leader avec des problématiques différentes de responsabilité et de protection et de subvention aux besoins de sa population, tout en maintenant son statut privilégié, etc. Et dans une troisième phase, l'utilisateur se remet à la position, à la place du militaire américain, et qui là propose des choix au leader qui sont en fonction des besoins réels et non imaginés par les militaires, mais également par d'autres gens. Et en fait, on peut proposer des choses plus réelles parce qu'on est passé par cette deuxième phase. Et à chaque changement de phase, vous avez les perspectives et les motivations des uns et des autres qui sont explicitées. Donc, ce qui met bien en relief la nécessité de préparation interculturelle avant le déploiement. Et j'irai même plus loin parce que j'ai parlé avec des collègues militaires français qui me disaient que ça n'existait pas en France, de demander justement à quelques militaires français d'essayer ces plateformes de simulation-là.
et de voir quelles différences de perception culturelle on pourrait en retenir. Alors je parle des Français, mais ça peut être espagnol, ça peut être malien, ça peut être sénégalais, et de voir effectivement quelles différences culturelles. Est-ce qu'elles sont géographiques, est-ce qu'elles sont institutionnelles, individuelles ou collectives, de par leur formation, de leur expérience aussi, qu'elles soient sur le terrain, mais dans notre vie de tous les jours. Je pense que ça pourrait être intéressant à mettre en place. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais céder la parole à l'assistance s'il y a des questions dans la salle. Une première question, ici. Pensez-vous que l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon ait quelque chose à voir avec l'interculturalité? Voilà pour le moins une question d'actualité. Merci. Je peux éventuellement donner un premier élément de réponse. Carlos Ghosn et son équipe française qui ont repris Nissan dans les années 2000 et ont lancé un grand programme de réorganisation s'était doté d'un conseiller interculturel de grands talents qui avait effectivement très bien proposé à l'équipe justement des modes de relation avec l'entreprise japonaise, ce qui était vraiment une situation extrêmement difficile. Amener une équipe française pour reprendre une équipe vraiment très japonaise. Et en fait, ils ont très bien réussi et ils se sont même appuyés, on s'en sert comme cas d'école pour certaines formations à l'IAE, par exemple. Ils se sont très bien débrouillés même pour utiliser la culture japonaise comme levier de la dynamique de relance, de redressement qu'ils ont engagée. Donc au départ, ils ont très bien su s'intégrer, faire mieux d'ailleurs, être mieux intégrés que la direction précédente de l'entreprise, et puis pour tirer parti des cultures plutôt que d'en être victime. Donc ça, c'était au début. Évidemment, il s'est passé beaucoup de temps depuis, et puis Nissan s'est beaucoup redressé. Je me permettrais juste de rajouter une toute petite chose, c'est qu'il y a aussi un rapport au succès et à l'échec. Il y a aussi une façon interculturelle de l'appréhender. Et le fait qu'un franco-brésilio-libanais ait pu redresser une entreprise qui courait vers la faillite, à un moment, ça posait aussi problème dans la perception japonaise. Oui, certainement. Ouais. On le comprend très bien. On comprend très bien dans ce qu'on sait de la culture japonaise, effectivement quand même très, très cohésive, très nationale, etc. Donc il y a des éléments, mais bon, ça, enfin, effectivement, vous avez raison de souligner cet aspect-là. Enfin, c'est un petit facteur parmi d'autres. Y a-t-il une autre question? Bonjour, médecin-chef des services Puy-du-Pin. Je suis détaché au ministère de la Santé, qui est une démarche interculturelle passionnante, mais modeste. Ma question va vis-à-vis du management. Le management économique a besoin de certitude. A besoin de certitude pour fonctionner et baser tout un système très normé, très encadré, avec des objectifs. Et je viens du monde militaire, et j'ai appris mon métier dans les troupes de marine, avec des très grands chefs, où on a un rapport de confiance sur la mission qui laisse probablement plus de liberté de manœuvre. Est-ce que le cadre très fort, normatif du management n'est pas finalement un obstacle à l'ouverture interculturelle, dont pourtant le besoin se fait ressentir, puisque vous êtes sollicité de manière très fréquente? Qui veut répondre?
C'est difficile de parler en général parce qu'on voit c'est extrêmement variable suivant le degré de maturité des entreprises sur la question, en fait. On en voit certaines qui ont cette rigidité que vous signalez parce qu'elle est confortable a priori en se disant allez, on va appliquer nos méthodes, nos façons de faire où que ce soit parce qu'il y a une a priori d'excellence, parfois aussi c'est les meilleurs. Et il n'y a pas forcément cette sensibilité-là à la complexité des théâtres d'opérations économiques cette fois-ci. Et d'autres, je ne parle pas de secteurs que forcément liés aux cosmétiques, au luxe, ça peut être des industries très très pointues. Dans certains secteurs d'activité, il y a une conscience vraiment d'une urgence à la mettre en place. Je pense à une entreprise là, que je vais revoir la semaine prochaine, ils font des pompes à vide et 95% de leur chiffre d'affaires est à l'international. Et tout le personnel, il y a une culture de l'interculturel depuis les fonctions support, techniciens, jusqu'aux responsables commerce. Tout le monde est concerné, tout le monde, parce que 95% se fait à l'étranger. Et là, on sent que tous ont réfléchi à une plus grande souplesse quand ils ont affaire à leurs partenaires allemands, mais aussi beaucoup, ils vendent en Corée, au Japon, on parlait du Japon, aux États-Unis, un environnement très complexe. Alors je trouve que ça dépend énormément du secteur d'activité, du degré d'internationalisation et qui entraîne ce degré de maturité. C'est difficile de répondre en général. En revanche, là où il y a une tradition un peu plus rigide, moi j'ai constaté dans le secteur pharmaceutique par exemple, il y a l'idée que la culture médicale scientifique, et que, je reviens sur votre domaine, les symptômes et les maladies, finalement il y a une universalité de cela, un symptôme, maladie, un médicament, et puis voilà. Sauf que quand on discute avec certaines de ces grandes entreprises, ils vous disent que oui, bon, l'interculturel c'est pas important, mais en revanche, pour moi, mon marché d'avenir c'est l'Inde. Et au bout de 5 minutes, ils vous expliquent qu'on ne comprend rien aux Indiens. Quel est leur lien entre la médecine contemporaine et la médecine traditionnelle? À quel moment on consulte le médecin? La relation patient-médecin? Quels sont les rituels qui sont associés à l'enfantement? Quels sont les tabous liés à la mort? Comment dire les choses? Et finalement, l'a priori aculturel, en disant que finalement les facteurs culturels n'ont aucune importance et cette rigidité de la culture d'entreprise ou scientifique va entraîner des grosses difficultés. Et parce qu'on n'arrive pas à anticiper dans ce cas-là, puisqu'on n'en a pas besoin à cause de cet a priori-là. C'est très variable suivant les secteurs. D'autres questions? Une autre question au centre et au fond aussi. Ah oui, au fond. D'abord au fond de la salle et ensuite à vous, monsieur. David Cohen, analyste de problèmes de défense. Moi, j'avais 2 questions. La première sur justement la culture des autres, puisque c'est connaître la culture pour pouvoir mieux travailler ensemble. Les cultures évoluent. C'est-à-dire qu'on prend le noyau dur d'une culture dans son histoire, c'est très bien, mais il y a les nouvelles générations, il y a les différences de classe, par exemple en Inde, entre la culture effectivement d'un paysan et la culture d'un homme qui est un grand voyageur international, etc., est différente. Donc est-ce que l'on prend bien ça en compte dans les différentes réunions des spécialistes? Et la deuxième question, c'est de savoir combien il y a d'entreprises qui travaillent sur ces sujets de l'interculturalité. Est-ce que ces entreprises, je pense à des entreprises françaises, elles ont des liens avec des entreprises européennes du même travail, c'est-à-dire donc instituts, entreprises privées, etc. Et est-ce que, il y a quand même une troisième question, on travaille également sur l'Europe, puisque les cultures européennes sont très fortes et très différentes les unes des autres. Et je pense notamment aux cultures de l'Est de l'Europe. Merci. Est à 4 questions même. Hein. Qui veut répondre? Monsieur Ray? Oui, alors je crois que évidemment on est toujours dans un entre-deux, c'est-à-dire que c'est difficile de savoir exactement quelle est la culture, d'arriver à comprendre la culture d'une autre société, c'est extrêmement difficile. Et puis, a fortiori, quand on a, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de souligner, c'est que quand on a affaire à des gens précis, individuellement ou collectivement, effectivement, on n'est jamais sûr que les stéréotypes se réalisent. Mais
En même temps, c'est intéressant d'avoir des généralités. Alors, sur l'évolution dans le temps, je pense que les cultures, c'est ce qui change naturellement le plus lentement, et pour une raison simple, c'est qu'elles sont invisibles. Puisque l'une des définitions intéressantes qu'on peut donner d'une culture, c'est un ensemble d'évidences partagées. Alors effectivement, les évidences, on ne les voit pas par définition, et donc ça reste et c'est charrié par le corps social. Le même phénomène se produit dans les cultures d'entreprise et peut-être dans les cultures de métier. Mais les métiers, évidemment, doivent adapter leur culture à cause des évolutions technologiques. Mais c'est très lent. C'est très lent en dépit de ce qu'on imagine de la convergence. Il y a des convergences superficielles, évidemment. En Chine, on voit des jeunes femmes qui sortent du bureau avec leurs talons hauts, habillées à l'occidental, etc. Ce n'était pas le cas il y a 25 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le rapport à la hiérarchie, leur rapport à la manière de dire ou de ne pas dire. Benjamin Pelletier parlait du feedback, voilà, des choses très très importantes finalement, qui restent. Et je pense qu'il y a des experts, des experts de l'interculturel, des pionniers de l'interculturel comme Philippe Diribarne, qui montrent comment la France fonctionne comme l'élite française du temps de Louis XIV, et que finalement la Révolution elle a donné la noblesse pour tous, les privilèges pour tous, plutôt que des transformations plus en profondeur. Alors peut-être souhaitez-vous compléter, Monsieur Pelletier, et il y aura donc la dernière question, monsieur qui a levé la main tout à l'heure. Très rapidement. Il est certain que les cultures évoluent, ce sont des organismes vivants, en pleine qui ont leur propre complexité. Difficile de parler des Indiens. Et attention, moi je me méfie un peu des généralités, puisque effectivement on a le risque de figer dans une identité ces organismes vivants-là. En fait, il y a deux types d'approches. Soit vous partez de considérations générales pour appliquer au cas particulier, c'est un peu notre réflexe français d'avoir cette démarche-là, ou alors on part de l'observation d'une situation singulière pour en tirer des enseignements sur un contexte culturel. Et moi, plutôt que de généralité, je parle de fréquence de certains phénomènes ou de tendance, en étant très très prudent, parce que finalement, il n'y a que des exceptions, il n'y a que des individus singuliers. Et l'idée, c'est de travailler sur le sens de l'observation des participants aux formations. Il faut sculpter leur sens l'aiguiser sur le sens de l'observation pour pouvoir les accompagner dans la capacité à tirer des enseignements d'une situation singulière, en se méfiant d'une part des généralités et d'une part, comme disait M. Hugeux, de l'illusion de croire avoir tout compris à l'avance. Et c'est très délicat, hein, c'est très complexe comme sujet, mais partons toujours de notre situation singulière. Merci. Si vous voulez bien relever la main, s'il vous plaît, pour que... Ah, si vous avez déjà un micro, c'est parfait, merci. Oui, bonjour. Benjamin Hirsch, directeur financier. Merci pour vos interventions. J'avais une question sur un aspect qui, à mon avis, fait un peu défaut jusqu'à présent. On n'a pas parlé beaucoup des nouveaux outils, notamment de l'intelligence artificielle, qui vont faire de nous des managers augmentés dans les prochaines années. Et ma question porte sur, par exemple, le cas des traductions simultanées. Quand on s'adresse à quelqu'un, on peut avoir un outil qui donne la traduction. Quel est, à votre avis, l'impact de ces outils futurs sur l'interculturalité, notamment en entreprise? Merci. Bon. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui déjà bataillent pour n'avoir que serait-ce un Skype professionnel. Déjà, d'avoir un visuel, j'en vois pas mal. Et qui dans certains secteurs, on n'a même pas de budget pour avoir un Skype professionnel. Donc, en termes d'équipement, certaines sont encore très très loin. Mais on y arrive. D'autres utilisent déjà des outils de traduction simultanée de texte. Il y a des applis maintenant qui permettent d'avoir une traduction d'un menu ou quand ils vont en mission à l'étranger. Donc, mais on va y venir. Mais ceci dit, attention,
attention à cette illusion un peu techniciste que ça ne va pas remplacer quelque chose d'essentiel, parce que dans beaucoup d'environnements, c'est le lien humain qu'évoquait donc Dominique, le lien interpersonnel qui est la base pour créer la confiance avec l'autre. Et ce lien est extrêmement... il est basé sur la rencontre entre des visages, déjà, à distance, voir, et des voix, entendre, et puis se rencontrer pour interagir, soit qu'autour d'un repas, ou pouvoir parler des choses personnelles. Et il y a parfois des entreprises qui se suréquipent au niveau technologique et qui se rendent compte après coup que finalement, on a dépensé beaucoup, mais rien ne vaut qu'une visite sur place chez nos partenaires coréens ou brésiliens qui passent une semaine avec eux pour créer du lien. La confiance est là et après, à distance, on va utiliser ces outils-là pour pouvoir développer et entretenir le lien. Mais le problème, c'est lorsqu'on croit que ça va remplacer cette rencontre physique entre les deux personnes, pour des raisons de coût, tout simplement. Sauf que ça va coûter beaucoup plus cher à rattraper parce qu'on est resté sur ce côté trop technique, trop technologique. Après, je ne peux pas faire de la prospective sur cela, mais il y a une réflexion à avoir là-dessus sur où est le centre de gravité, hein, l'humain ou le lien technique. Les armées sont aussi confrontées à cette difficulté-là. Oui, tout à fait. Et, je ne refais pas la même erreur. Du coup, c'est vrai que les Américains ont beaucoup... déjà, dans la culture américaine, ils adorent la technique, donc ils ont développé beaucoup d'outils. Sur Alelo, il y a beaucoup de e-learning, comme ils appellent, donc avec des outils de traduction effectivement irakienne ou alors afghane. Mais ça reste de la préparation. Donc, effectivement, ça ne diminue pas après, je pense, le lien ou vraiment les rencontres. Mais par contre, il y a des vidéos témoignages de militaires sur ces sites-là qui disent que avec ces outils-là, ils ont pu avoir une préparation vraiment efficace. Et ils parlent de 80% de militaires qui étaient satisfaits. Bon, encore une fois, c'est sur ces sites-là, donc peut-être que le pourcentage est un petit peu élevé. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Enfin, les militaires américains sont contents. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, c'est la fin de la matinée d'études. Merci pour ces interventions et les questions de la salle. Alors, un certain nombre d'entre vous avez reçu un message vous indiquant que vous déjeunez au pavillon Joffre. Donc, le pavillon Joffre est à la sortie de l'amphi sur votre droite. Donc, je vous y retrouverai. Quant aux autres auditeurs, vous avez la possibilité de déjeuner au Mess Morland, au cercle Mess de l'école militaire. Je vous demande à tous de bien prendre votre montre, puisqu'on a pris un petit peu de retard. Donc, nous reprenons de manière impérative à 13h40 dans cette salle. Je vous remercie. 13h40, début des débats. Merci.